Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler boîtier photo. Allez, c'est parti. Vous avez été nombreux cette année à me demander quel type de boîtier je vous conseillais pour évoluer, pour débuter ou pour remplacer un autre boîtier. Et j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur ce sujet. Mais avant toute chose, je vais parler exclusivement des boîtiers Canon. Nikon, avec la crise du Covid, ne me prête plus de produits. Donc c'est un peu compliqué cette année de parler de produits que je ne connais pas. Je vais parler exclusivement aussi des boîtiers réflexes. La gamme hybride arrivera prochainement. J'attends juste de tester les boîtiers hybrides de chez Canon pour vous faire un retour sur ces boîtiers. On va commencer tout de suite avec les produits pour débutants APS-C. Donc de toute façon en plein format débutant, il n'y en a pas vraiment. Donc c'est vraiment les gammes débutants APS-C. On va tourner plus ou moins dans des gammes de budget de 300 à 550 €. On va retrouver principalement le Canon 250D. Pourquoi lui? Parce que c'est un appareil photo qui a une bonne résolution, une certaine montée en ISO. Donc on a quand même 24 millions de pixels avec une montée en ISO jusqu'à 25 600. Mais gros avantage à lui, c'est qu'il a un autofocus dual pixel. Donc tout ce qui est en live view va permettre d'avoir plus de collimateurs, va permettre de faire des suivis et de déclencher via l'écran. De plus, il est sur monture orientable. Le boîtier est certes très petit en prise en main, mais voilà, fera le travail pour bien débuter. On aura quand même toutes les fonctionnalités automatiques, semi-automatiques et manuelles qui vous permettraient de passer de l'un à l'autre très facilement. Comme je vous disais, il a le live view, donc on pourra aussi en vidéo filmer en 4K avec le suivi et détection des visages. Ça, c'est vraiment un plus. Par contre, au niveau des collimateurs et du suivi via la visée réflexe, là, on n'a que 9 collimateurs. Donc pour tout ce qui est suivi d'oiseaux, je vous conseillerais de plus passer via le côté live view pour ce genre de boîtier. Si pas, essayez avec les collimateurs de faire du suivi directement en vol. Dans cette catégorie-là, on va retrouver le Canon 850D et le 800D aussi. Ce sont deux boîtiers de deux générations différentes. J'aurais tendance à dire, si le budget est plus limité, le 800D. Si maintenant, par contre, vous avez le budget, passez directement au 850D. Pourquoi? Parce que, vous allez voir tout de suite, c'est un appareil photo qui est merveilleux. Au niveau résolution, toujours 24 millions de pixels. Par contre, au niveau de l'autofocus, le 850D passe à 45 points de collimateur, contrairement au 11 du 800D. De plus, il a un capteur stabilisé, donc on a une stabilisation sur 5 axes au niveau de son capteur, ce qui va vous permettre, si vous avez des objectifs qui ne sont pas stabilisés, d'avoir quand même une stabilisation. Et en plus de ça, si vous avez des objectifs stabilisés, ça vous fait une double stabilisation, ce qui permet quand même de gagner en quantité de lumière ou de pouvoir baisser la vitesse pour certaines scènes sans avoir de flou de mouvement. En plus de ça, il est aussi équipé d'un écran orientable comme le 250D. On va aussi retrouver bien sûr le dual pixel avec le suivi et détection des visages en vidéo comme en photo. C'est assez pratique. Malheureusement, on n'a pas le suivi et la détection de visage sur les animaux, mais on a quand même le suivi global. Au niveau, du restant, on va retrouver les connectivités Wi-Fi qui vont permettre de commander via l'application ou de transférer directement vos photos sur votre smartphone ou tablette. En plus de ça, je pense qu'on peut aussi l'utiliser comme une webcam, donc ça peut être sympa si vous faites un peu de vidéo animalière comme moi, de pouvoir faire un peu de vlog avec ce boîtier. Le 800D, lui, ne va pas avoir tout ça, on aura quand même bien malgré tout le Wi-Fi et le Bluetooth, mais on n'aura pas autant de technologie apportée. On aura les 11 points de collimateur, on aura exactement la même fiche technique que le 250D en réalité. Ensuite, là, on va passer sur la catégorie des APS-C amateurs et semi-professionnels. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver deux catégories différentes avec le 6D Mark II et le 90D. On va retrouver le 90D qui est le dernier APS-C sorti en réflexe chez Canon. C'est un boîtier qui a un capteur de 30 millions de pixels avec une rafale de 11 images par seconde. Ça aussi, les autres ont des rafales de 5 à 6 images par seconde pour les boîtiers plus petits. Là par contre le 90D, on va commencer à monter sur le boîtier plus typé sport. Au niveau de la montée en ISO, elle reste très correcte et meilleure que sur le 7D Mark II, qui était un peu son bémol à ce boîtier-là. On va retrouver l'écran orientable, on a une tropicalisation plus légère que sur un 5D4 ou autre, donc on a quand même une protection
contre les pluies fines et un peu l'humidité, c'est ça qui est bien, et les poussières. Donc voilà, ça reste un boîtier qui est quand même très très bon. C'est un peu le remplaçant du 7D2, mais il manque certaines choses qui auraient été un peu mieux. Par contre, même chose, hein, on retrouve toujours le Dual Pixel, donc vous le connaissez, vous le savez, c'est toujours les détections de visage et des suivis. En vidéo, par contre, là on aura le slow motion en plus, qui est assez sympa. On a aussi la vidéo 4K dessus. Donc on commence à avoir un boîtier qui est un peu plus performant de ce côté-là, ce qui est logique, hein, c'est la continuité des évolutions des nouveaux boîtiers. Au niveau du restant, on retrouve voilà, un autofocus qui est plus performant aussi. On pourra commencer à faire du suivi d'oiseaux et de sujets avec lui. Ça, c'est vraiment sympa. Une fois qu'on commence à avoir plus de collimateurs, on sait faire un peu plus. Le 7D Mark II, lui, commence un peu à vieillir, mais je trouve qu'il a encore malgré tout sa place. Certes, sa montée en ISO n'est plus très bonne, mais par contre, on retrouve un autofocus qui est plus performant pour moi que le 90D. On retrouve un autofocus de 65 points d'AF, aussi avec la technologie ITR embarquée pour les suivis des visages. Ça reste vraiment un autofocus qui est beaucoup plus large et plus performant. On retrouve le Dual Pixel aussi, on a la rafale à 10 images secondes, on va retrouver un boîtier qui est très performant. On a aussi même le Wi-Fi, je pense, sur lui pour le contrôler à distance. Donc voilà, ça reste un boîtier qui n'est pas trop dépassé, il reste entièrement performant. Par contre, au niveau de la construction et au niveau de la solidité de ce boîtier, il est quand même un cran au-dessus du 90D parce que là, on était dans la gamme semi-professionnelle, donc il reprend une construction, une architecture très proche du 5D Mark III et du 5D Mark IV. Même si celle du 5D Mark IV reste quand même un cran au-dessus du 7D2, enfin voilà, on reste quand même sur de très très bons boîtiers. On va parler maintenant des boîtiers plein format de chez Canon, mais toujours en restant dans la gamme amateur. Et là, on va retrouver simplement le 6D Mark II, donc qui est le boîtier entrée de gamme des réflexes plein format chez Canon. On va tourner dans un budget en avoisinant les 900 à 1100 euros. C'est un boîtier qui a quand même une résolution de 26 millions de pixels. On a quand même l'autofocus du 90D, donc 45 points d'AF. On va bien sûr retrouver le Dual Pixel, par contre il ne filmera pas en 4K, ça c'est bien dommage, mais on a quand même l'écran orientable, on a quand même une tropicalisation aussi légère sur ce boîtier qui vous permettra de photographier sous la pluie malgré tout, dans des lieux aussi où il fait poussiéreux, c'est quand même un certain avantage. On va retrouver une ergonomie un peu mieux pensée que la première génération aussi, donc on s'inspire un peu des boîtiers, je veux dire, qui sont déjà sur le marché, notamment comme le 5D Mark III, 5D Mark IV, 90D, etc. Au niveau de la technologie embarquée, on retrouve bien sûr le Wi-Fi, le GPS dans ce boîtier qui vous permettra le contrôle à distance. On aura quand même un capteur de très très bonne qualité, même si la dynamique aurait pu être un peu meilleure. Donc dans des conditions où la luminosité commence à manquer ou trop de lumière, on va avoir un peu plus de mal d'aller rechercher du détail dans des zones plus claires ou plus sombres. Avant de commencer à parler des boîtiers professionnels, sachez que le choix d'un appareil photo reste avant tout un choix personnel par rapport à une marque à l'autre. C'est surtout le choix d'ergonomie qui va rentrer en compte, même si les marques sont parfois un peu différentes. Entre Nikon et Canon, on reste sur des marques qui sont similaires en termes de technologie, même si les boîtiers plus haut de gamme commencent parfois à avoir des plus et des moins l'un à l'autre. On sait que Nikon a un peu plus de mal cette année avec les nouveaux produits, mais voilà, je pense que comme toute marque, à un moment de l'autre, ils vont revenir sur le marché par rapport à la concurrence, mais le choix reste purement personnel. Ensuite aussi, il faut parfois savoir qu'il est plus intéressant d'investir dans de bonnes optiques que dans un bon boîtier. Si vous prenez un INDX Mark II et que vous lui collez un 75-300 non stabilisé, première génération, le truc à 100 balles, dites-vous bien que vous n'allez pas tirer le meilleur de votre appareil photo et encore moins de son capteur parce que les résolutions sont de plus en plus hautes et les objectifs sont du coup de plus en plus exigeants aussi les boîtiers sont de plus en plus exigeants par rapport aux objectifs. Si vous avez des capteurs de 45 millions de pixels, quand vous allez mettre un 150-600 dessus, vous n'allez pas tirer le maximum de la résolution ou de la netteté que ce capteur peut avoir. Pourquoi? Parce qu'on perd un peu en netteté suivant les caractéristiques, le type d'objectif. Passons maintenant à la gamme professionnelle. Professionnelle, ce qui veut dire surtout la construction des boîtiers, certaines fonctionnalités et c'est surtout les technologies parfois que certains embarquent. Quand on dit professionnel, on voit directement les boîtiers comme 5D Mark IV, 1DX Mark II, 1DX Mark III. C'est vraiment ces boîtiers phares qui font d'eux les boîtiers un peu rêvés de la plupart des photographes. Maintenant, avec l'hybride, ça devient un peu différent, mais voilà, on en parlera plus tard au niveau de la gamme hybride. On va commencer tout de suite avec un budget qui va de 1000
à 7000 €. C'est le premier qui sort du lot, c'est le 5D Mark III. Certes, c'est un boîtier qui est déjà très vieillissant, mais si vous faites que de la photographie, c'est un boîtier qui est encore très très bon. On a un capteur de 22 millions de pixels qui est abouti. On a une dynamique qui reste encore très correcte et que j'apprécie particulièrement parce que justement, ce capteur a un charme que les autres n'ont pas grâce à sa faible résolution, mais aussi à le travail qui a été fait dessus. Je ne sais pas trop vous l'expliquer, mais il a une douceur encore différente. La montée en ISO, ça va être plus ou moins comme le 5D Mark IV, mais celle-ci sera moins bien gérée. On aura du bruit qui commencera à apparaître entre 800 et 1600 ISO, ou là sur le 5D Mark IV, on pourra monter un peu plus haut. Au niveau de l'autofocus, on va retrouver un autofocus de 61 points de collimateur avec le suivi, le iServo. Il est très très bien. On n'a pas toutes les technologies de suivi par contre, que ce soit en visée-écran, là on n'a pas de dual pixel, donc c'est plus compliqué. On va devoir vraiment travailler plus en mode réflexe avec ce boîtier, mais ça n'en fait pas un mauvais appareil photo. Au niveau construction, on le sait très bien, c'est une construction 100% magnésium avec des joints d'étanchéité partout. Par contre, on n'a pas les technologies Wi-Fi et Bluetooth pour transférer ces images, mais voilà, on a quand même les deux slots de carte SD et compact flash. Donc on reste quand même sur un bon boîtier. L'autre génération qui est le 5D Mark IV, c'est celui qui me filme et que j'ai en boîtier principal parce que j'ai plus que lui. Ce boîtier est un boîtier qui est encore excellent à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on reste quand même sur un capteur de 30 millions de pixels. On a une montée en ISO qui est très très bonne pour le marché actuel, même si la gamme hybride commence à faire mieux. Certes, ça reste encore un boîtier qui est très bon. On a un autofocus du 1DX Mark II, donc avec 61 points de collimateur, mais améliorés, ils sont plus espacés, plus aérés, donc du coup on couvre une plus grande surface que sur le 5D Mark III. Avantage aussi, c'est qu'en visée réflexe, on aura quand même le ITR. Le ITR, en fait, ça permet d'avoir un autofocus un peu plus intelligent pour les suivis, mais surtout, il aura la détection des visages en visée réflexe. Donc, il est capable de détecter quand même les visages et d'avoir un suivi plus performant. On aura bien sûr le dual pixel sur ce boîtier qui fonctionne extrêmement bien. Je travaille beaucoup en visée écran avec lui aussi. Pour certaines positions, certaines scènes, c'est beaucoup plus facile. Et franchement, le suivi est très très bon, ça réagit très très bien. Il a la détection des visages aussi en photo comme en vidéo. Donc c'est vraiment un plus. En vidéo justement, on va parler là, on a de la 4K. Attention, une 4K Motion JPEG qui est très 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 lourde. Donc il faut des cartes très lourdes. Notamment ici, moi j'ai la carte SD la plus haute de chez SanDisk en 64 Go et ça ne suit pas toujours. Donc là, il faudra privilégier la compact flash pour avoir plus de performance. Au niveau du reste, on retrouve quand même une dynamique qui est excellente. Je peux aller chercher jusqu'à moins 3IL ou plus 3IL dans les détails sans perte de qualité. Ça, c'est vraiment un plus avec ce boîtier. Donc parfois, si on est vraiment sous-exposé, on peut aller rechercher du détail sans avoir trop de grains et sans perte de qualité. Ça, c'est vraiment top parce que parfois, on peut avoir oublié de bouger un réglage ou inversement, avoir mis trop. On sait facilement rattraper. Avantage aussi à lui, c'est qu'ils ont amélioré la tropicalisation, donc on a vraiment des joints de partout. Franchement, j'ai pas peur de faire des photos avec lui sous la pluie sans problème. C'est un boîtier qui est vraiment extraordinaire. On a une construction aussi en total magnésium, donc ça fait presque un monobloc pour ce boîtier. Ensuite, on va retrouver la gamme des élites en réflexe, la gamme des DX, donc le DX1 et le DX Mark II, voire le DX Mark III. L'évolution entre le 1 et le 2 n'est pas si énorme, on a juste la vidéo qui est un peu plus performante, un meilleur capteur et un autofocus un peu amélioré. Par contre, quand on passe sur la série 3, là c'est l'autofocus qui va être beaucoup plus performant parce qu'on passe pas de 61 points de collimateur, on passe à 263 avec détection des visages. Et au niveau du live view, c'est la même chose, on a encore beaucoup plus de points qui permettra vraiment d'avoir des suivis encore plus performants. Au niveau capteur, montée en ISO, ça reste identique. Par contre, on passe à 400 000 ISO de plage native, ce qui est quand même énorme pour ce genre de boîtier. Donc franchement, le 1DX Mark III est vraiment l'élite. Mais attention, c'est des boîtiers qui sont très très lourds et parfois un peu concurrentiels maintenant avec le R6 qui a le même capteur en fait que ce boîtier. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler sur ces boîtiers parce que ce n'est pas les boîtiers que tout le monde a envie de se payer. Et je vous avoue que pour mettre 7000 € dans un boîtier, je préfère les mettre dans un bon objectif de sériel qui me permettra d'avoir une meilleure qualité d'image et encore d'avoir de meilleures photos à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, j'ai parlé beaucoup fiches techniques avec ces boîtiers, mais un appareil photo pour la photo animalière, il n'y a pas de bon ou de mauvais boîtier. Il faut juste bien les choisir par rapport au type de photographie animalière que vous faites. Si vous faites principalement du mammifère,
un appareil photo avec 11 points de collimateur ou même pourra largement suffire. Par contre, si vous commencez à faire des photos d'oiseaux, là, il vous faudra un boîtier qui est capable d'avoir quand même une certaine vitesse. J'ai oublié de parler à ça, il y a certains boîtiers qui sont bloqués à un 4 millième de seconde, comme les entrées de gamme, qui sont, eux, généralement, cette vitesse-là au niveau d'obturateur. Parfois, pour les oiseaux, c'est bien d'avoir une plus grosse vitesse parce que ça permet de figer un peu plus. Si on veut vraiment figer au-dessus d'un 4 millième, on va passer jusqu'à un 8 millième si on le souhaite. Mais voilà. Moi, un boîtier, je le choisis principalement pour les technologies que j'ai besoin si je souhaite évoluer, pour le capteur et sa dynamique, mais je vais d'abord m'intéresser à l'objectif avant le boîtier. Je peux très bien faire de très très belles images avec un 90D sur mon 300-2.8 et en tirer le maximum du boîtier. C'est ça aussi l'avantage. Si vous débutez, partez plus sur une ergonomie et par ce qui vous plaît au point de vue d'une marque à l'autre. Il n'y a pas de mauvais boîtier quand vous débutez, il y a juste de mauvais objectifs ou de mauvaises pratiques. Donc c'est juste ça qui va faire la différence. Mais voilà, prévoyez de toujours bien analyser le marché, prendre rapport qualité-prix, celui qui est le plus intéressant, le plus performant simplement. Pourquoi aller chercher entre guillemets si pour le même prix on peut avoir un 5D4 face à un 6D2, imaginons, autant prendre le 5D4 au 6D2, même si l'écran orientable est un plus. Voilà, le côté, je veux dire, du capteur et de la dynamique sera quand même plus performante et permettra de faire un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!